Contrairement aux 4 premières éditions des expos universelles ayant eu lieu à Paris, qui se focalisaient notamment sur l'industrie, l'agriculture ou même les conquêtes militaires, celle de 1900 mettra en avant les loisirs, le sport, le spectacle et les beaux-arts. En tout cas, c'est ce pourquoi le public s'enthousiasmera le plus. Et je peux vous dire que la vignette ne ment pas les petits potes, nous allons voir en détail et sans plus attendre 3 attractions complètement dingues présentes à l'exposition de Paris il y a maintenant 120 ans. Et bravant la règle numéro 1 des vidéos de top, voulant qu'on garde le meilleur pour la fin, je commence tout de suite par ma préférée. Bim, mesdames et messieurs, je vous présente le Maréorama. Et on va se rendre compte assez vite qu'au début du 20e, ils aimaient vraiment beaucoup les trucs qui finissaient en orama. Alors le Maréorama, qu'est-ce donc? Eh bien c'est en réalité ni plus ni moins que l'ancêtre des simulateurs. Pour ceux qui connaissent Star Tours à Disneyland par exemple, eh ben c'est exactement pareil, mais sur un bateau et sans écran. Bon, on va voir tout ça. On est au pied de la Tour Eiffel, un emplacement de choix évidemment au sein de cette expo, dans cet énorme bâtiment, et je vous mets le lien de cette carte en haute définition dans la description parce que je sais qu'il y a des nerds des cartes parmi vous et je trouve ça génial de parcourir comme ça les différents pavillons. C'est donc une attraction créée par Ugo D'Alesi qui est peintre et graphiste et qui s'est pas mal spécialisé dans les affiches touristiques, notamment pour les chemins de fer, voilà, c'est de toute beauté. Et il faut comprendre que c'est une amélioration en fait de quelque chose qui est très en vogue à la fin du 19e, que sont les panoramas. Alors, je vous avais dit qu'on en boufferait du orama et vous inquiétez pas, c'est pas fini. Alors les panoramas c'était des peintures à 360 degrés qui étaient installées dans des salles circulaires avec des effets de trompe-l'œil, des plateformes et d'autres subterfuges pour vous donner l'impression d'être présent au sein du décor. Ici on voit d'ailleurs 2 rotondes à l'entrée du passage des panoramas, coincidence I think not, vers 1820 juste à côté du théâtre des variétés qui est toujours là à Paris dans le 2e. Les panoramas mouvants existaient déjà, donc une peinture qui défile, qui se déroule, mais l'idée de Ugo D'Alesi pour le Maréorama est donc d'apporter encore plus d'immersion à ce genre d'expérience et de vous faire voyager de Marseille à Constantinople, donc Istanbul, avec plein d'escales au milieu, notamment à Villefranche-sur-Mer, big up à tous les Villefranchois, sur un bateau à vapeur, sans bouger de Paris. Pour ça, il va mettre en place plusieurs technologies. D'abord, le bateau, vous êtes quand même sur un steamer à taille réelle, reconstitué à l'intérieur, qui est surélevé de 5 mètres sur une plateforme à vérin hydraulique, donc qui peut se mouvoir d'avant en arrière et sur les côtés. Ensuite, les toiles, les peintures, et on va s'arrêter 2 secondes sur cette illustration pour bien comprendre ce qui s'y passe. Il y a 4 rouleaux, 2 rouleaux de chaque côté du bateau. Cette toile-là est représentée déchirée pour qu'on puisse voir au travers, mais vous voyez que les 2 toiles encerclent donc le bateau et vont se dérouler pour donner cette impression de mouvement. Dites-vous bien qu'elles font 1,5 km de long et 15 mètres de haut. Alors je vous avoue que les chiffres diffèrent un peu d'une source à l'autre, c'est probablement un petit peu exagéré, mais à l'époque ça fait partie du jeu. Et tout ça peint à la mano, donc vous vous rendez compte un petit peu du travail. Et en dessous, on voit donc les vérins qui font bouger le bateau. Alors vous savez que j'aime bien retrouver les coupures de presse de l'époque pour avoir une idée de l'accueil qu'on réservait à ces nouveautés, et là je peux vous dire que j'ai été servi, tout le monde en parlait. L'attraction a un succès tel que les organisateurs sont obligés d'accepter les visiteurs aux essais des déroulements des toiles, avant même l'inauguration officielle. Et voici donc comment le quotidien Le Journal décrivait la chose, et en illustration je vous passe un extrait d'une conférence de l'archéologue des médias Erkki Huhtamo, j'ai certainement mal prononcé, qui reproduisait en 2011 ce voyage avec les vraies toiles et la vraie musique qui avait spécialement été composée pour cette attraction à l'époque. Le déroulement rapide et régulier des toiles donne maintenant l'illusion parfaite de la marche du navire. L'épisode de la tempête en pleine nuit avec éclairs et tonnerres, vent violent, roulis et tangage accentué est une merveille de réalisme. On aperçoit dans les ténèbres une mer démontée, furieuse, la cloche d'alarme sonne, le sifflet du maître d'équipage multiplie ses appels déchirants, les matelots mettent les chaloupes à la mer. Au milieu des cris d'effroi que ne peuvent retenir les passagères, nous sombrons. Non, sauvés. Merci mon Dieu, la tempête se calme, le ciel s'éclaircit, Constantinople apparaît dans une délicate lumière matinale. C'est un tableau exquis, le plus beau peut-être, qu'ait peint cet admirable artiste Ugo D'Alesi. On est donc entre attraction et théâtre immersif avec ses acteurs, ses effets physiques, il y avait de l'eau salée qui était utilisée pour des embruns, des odeurs étaient créées avec des algues, de la fumée sortait vraiment des cheminées, c'était vraiment une expérience de tous les sens. Et on filait même des cartes postales aux visiteurs qui pouvaient donc écrire pendant la traversée comme s'ils étaient réellement en voyage, en train de donner des nouvelles à leurs proches. Et ce qui était chouette aussi, c'est qu'après avoir assisté donc à ce spectacle, vous pouviez voir toute la machinerie qui soutenait le bateau, l'envers du décor donc, sur le chemin de la sortie. Une belle petite folie à 500 000 francs quand même, ça fait 2 millions d'euros aujourd'hui, qui finira comme la plupart des attractions de ce type à l'époque, dans un imbroglio financier pas possible. Sans transition, passons à la deuxième attraction dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et on va pas aller beaucoup plus loin puisqu'on se déplace de quelques centaines de mètres vers le ciné
Orama, évidemment. Le cinématographe de Louis Lumière existe à peine depuis 5 ans que Raoul Grimoin-Sanson, un autre inventeur qu'on va vite appeler tout simplement Raoul, se dit « c'est bien mignon tout ça, mais si on projetait à 360 degrés, hein ?» Il construit donc une charpente sur laquelle il monte 10 cinématographes qui va synchroniser avec des engrenages et il va trimballer ça un peu partout en Europe pour tourner ses scènes à 360 degrés. Le climax du film sera une ascension en montgolfière partant des Tuileries pour avoir une vue aérienne de tout Paris, splendeur, beauté et magnificence. Une fois les images dans la boîte, il va falloir les projeter et c'est là qu'on se retrouve à l'Expo Universelle dans une salle circulaire de 30 mètres de diamètre qui est en fait constituée de 10 faces planes et qui sera de fait la première salle de cinéma, c'est-à-dire uniquement dédiée à la projection d'un film puisqu'avant on faisait ça dans des cafés, des théâtres, toutes sortes d'endroits. Au milieu, on a une nacelle de montgolfière qui peut accueillir 200 personnes avec tous les accessoires de navigation qui vont bien pour rendre le truc hyper réaliste. Alors ça, c'était pour les spectateurs qui payaient 2 francs. Pour ceux qui prenaient un ticket à 1 franc, ça se passait en bas ici et ouais, faut pas déconner. Et 10 projecteurs, reliés cette fois par une courroie, ce qui va poser quelques problèmes de synchro, balancent la sauce tout autour de vous et vous donnent l'illusion de décoller du sol et de faire ce voyage en ballon à nouveau. C'est l'ancêtre du Visionarium pour les Disney fans, je sais que vous êtes là, coucou, ou quelque part de la VR qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui. Énorme succès, la foule est tellement grande qu'il faut faire appel à un service d'ordre. Raoul lui-même rapportera plus tard qu'on a parlé de son attraction plus encore que de la Tour Eiffel, qui a déjà plus de 10 ans à ce moment-là, mais soit, et la presse n'en finit pas d'encenser le Cinéorama. Mais au bout de 4 représentations, problème, la salle surchauffe, il fait 46 degrés, les bobines risquent de s'enflammer à tout moment et un opérateur tombe dans les pommes en se coupant 2 doigts dans les pales d'un ventilo, voilà, c'est un petit peu trash. La police fait donc fermer l'attraction et c'est une fin prématurée pour le Cinéorama. Mais, et si Raoul n'était pas un peu mytho, les journaux n'auraient-ils pas relayé un peu paresseusement ces communiqués de presse ? C'est la conclusion de l'article très détaillé de l'historien du cinéma Jean-Jacques Meuzy, L'énigme du Cinéorama, disponible sur Academia, lien en description, qui, après avoir croisé une multitude de sources, se rend compte que le Cinéorama n'a probablement jamais fonctionné et qu'à cet endroit, ça n'est finalement que la brasserie Camerzel qui fut exploitée. Alors l'idée était bien là, le Cinéorama a bien existé, mais était probablement trop en avance sur son temps, synchroniser les bobines de manière mécanique, aligner les projections parfaitement, tout ça demandait énormément de précision et de fiabilité, chose que ces machines de l'époque ne permettaient pas forcément. J'ai moi-même retrouvé une archive assez intéressante à ce sujet dans la revue L'Aérophile d'un journaliste qui dit avoir assisté à une séance, probablement l'unique séance, et qui raconte à quel point c'est foireux. Je comprends alors que ces 10 images doivent théoriquement se réunir en une seule pour constituer une vue panoramique. Malheureusement, il n'en est rien. Aucune n'est à la même hauteur que sa voisine, ça danse terriblement. Les terrasses des Tuileries semblent escalader le ciel, tandis que la Tour Eiffel rentre sous terre. Nouveau coup de sifflet, les bandes cinématographiques se déroulent à des vitesses différentes, d'autres se déchirent. Alors commence la vision la plus vraie que l'on puisse rêver du chaos. Le capitaine crie « Tenez-vous, il y a un peu de vent !» Et ce qui est hyper drôle dans ce témoignage, c'est que le capitaine dont il est mention, qui est un peu le maître de cérémonie du truc, trouve toujours une justification à chaque problème technique. Donc quand les images bougent à mort, il dit qu'il y a du vent, quand ça déconne et qu'on voit plus rien, il annonce qu'on passe dans un nuage. Donc très fort en impro le gars, mais ça ne suffit pas à convaincre le public. Le concept de photo à 360 avait déjà été conceptualisé par un certain Chase en 1896 avec son cycle Orama électrique, mais le Cinéorama reste quand même la toute première tentative d'enregistrement et de projection vidéo à 360, donc ne faites pas trop les malins avec vos GoPro Max. Troisième et dernière attraction, et alors je l'ai vraiment pas fait exprès, mais on bouge une fois de plus littéralement de quelques mètres seulement pour se rendre maintenant au globe céleste. Et ça c'est quelque chose que vous allez peut-être reconnaître si vous avez déjà vu quelques photos de l'Expo 1900, parce que c'est ce qui revient assez souvent. C'est cette énorme sphère de 45 mètres de diamètre qui elle-même reposait sur des piliers de 18 mètres de haut qui présentait à l'extérieur donc des peintures de constellations et les signes du zodiaque et à l'intérieur 3 étages. Alors au premier vous étiez au niveau de la base de la sphère que vous pouviez voir apparemment au milieu d'un parterre de fleurs, magnifique. Au deuxième, petit café-restaurant au KLM. Et au troisième, les choses sérieuses commencent avec une gigantesque voûte céleste reconstituée. Alors c'était une grande armature métallique recouverte de papier bleu dont les étoiles étaient faites de bouts de verre éclairés par des lampes. Et le truc très cool, c'est qu'au milieu de cette énorme salle, il y avait un globe terrestre, qui lui-même avait d'ailleurs 3 étages, et qui pouvait accueillir une centaine de personnes, dans lequel vous vous installiez, puisqu'il y avait des fauteuils tout autour, et vous observiez comme ça au travers de hublots cette vue magnifique, en tournant sur vous-même, puisqu'évidemment cette Terre était rotative, un tour toutes les 3 minutes.
Tout ça est accompagné d'un orgue qui vous jouait une musique spécialement composée par Camille Saint-Saëns. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de la BNF qui a fait une représentation de l'intérieur puisqu'on n'a malheureusement pas de photos. C'était donc une attraction qui avait pour vocation de vulgariser la science et plus particulièrement l'astronomie. On pouvait y voir les différentes phases de la Lune, les étoiles, l'évolution orbitale des planètes, donc c'était une sorte de planétarium avant l'heure. Malheureusement, ce qui va le rendre célèbre, ce globe céleste pendant l'Expo universelle, c'est l'accident qui va arriver le 29 avril. La passerelle qui mène à l'attraction est construite dans un matériau nouveau pour l'époque, qui avait été breveté sous le nom de fer-béton, et c'était en fait les débuts du béton armé, dont la composition n'était visiblement pas encore au point puisque cette passerelle donc s'effondre, faisant 9 morts et marquant donc aussi la fin de l'exploitation du globe céleste. Et là, je me rends compte que c'est pas idéal de finir la vidéo là-dessus, mais j'espère une fois de plus vous avoir appris 2-3 trucs cool. On reparlera très certainement des expositions universelles sur la chaîne, c'est un sujet qui est hyper riche et plein de surprises. En attendant, prenez soin de vous, la grosse bise!